Nous avons tous appris à l'école la célèbre théorie de l'évolution de Charles Darwin, selon laquelle l'homme descendrait du singe. Mais comme toute théorie, est-ce vraiment la vérité absolue? L'évolution s'est-elle réellement déroulée de cette manière? Si l'homme descend du singe, pourquoi y a-t-il encore des singes aujourd'hui? Plus important encore, comment fonctionne réellement le processus d'évolution? Est-ce vraiment dû à un hasard génétique, comme le pensait Darwin, ou peut-on influencer ce processus à notre avantage? Et si oui, comment? Ce sont toutes des questions auxquelles nous allons répondre en nous appuyant sur des recherches scientifiques avancées. Ce que vous allez découvrir tout au long de cette vidéo bouleversera tout ce que vous avez appris jusqu'à présent. Vous découvrirez que, contrairement aux idées reçues, l'homme peut influencer le processus d'évolution à son avantage en modifiant l'expression des gènes de son ADN. Cela pourrait permettre à l'homme de régénérer ses cellules, de faire repousser des membres, et pourquoi pas d'atteindre l'immortalité, comme c'est déjà le cas avec la fameuse méduse Turritopsis dohrnii, capable de régénérer ses cellules en inversant son cycle de vie. Préparez-vous à plonger dans un voyage fascinant qui pourrait bien révolutionner votre compréhension de l'évolution et de vos propres capacités humaines. Avant tout, comprenons ce qu'est la théorie de l'évolution de Charles Darwin. Énoncée dans son ouvrage majeur « L'origine des espèces », publié en 1859, la théorie de Darwin propose que l'évolution des espèces est un processus de changement graduel au fil du temps, principalement guidé par la sélection naturelle. Ce mécanisme signifie que les individus les mieux adaptés à leur environnement ont une probabilité plus élevée de survivre et de se reproduire, transmettant ainsi leurs caractéristiques avantageuses à leurs descendants. Par exemple, Darwin pensait que par hasard génétique, un individu pourrait développer une mutation bénéfique, comme des griffes plus longues, et que cette mutation, étant avantageuse pour sa survie, se perpétuerait via la reproduction. Selon cette vision, les espèces sont soumises à leur environnement, et les mutations génétiques sont dues au hasard. Cependant, de nos jours, nous savons qu'il existe des facteurs qui provoquent ce prétendu hasard. Pour explorer cela, tournons-nous vers une autre théorie de l'évolution, le lamarckisme. Proposé par le naturaliste français Jean-Baptiste de Lamarck dans son ouvrage « Philosophie zoologique », publié en 1809, cette théorie suggère que les organismes peuvent acquérir des traits en réponse à des besoins environnementaux et que ces traits peuvent être hérités par leurs descendants. Par exemple, selon Lamarck, les girafes ont développé un long cou par nécessité d'adaptation à leur environnement. Vivant principalement dans la savane, les girafes se nourrissent d'herbes pour survivre, mais souvent, l'herbe au sol est sèche tandis que les feuilles des arbres restent vertes. Pour atteindre ces feuilles, les girafes auraient développé une intention de vouloir les atteindre, ce qui, sur le long terme, aurait entraîné un processus d'évolution intérieure, traduisant ce besoin en une nouvelle expression de gènes et résultant en un cou plus long. Ce phénomène est aujourd'hui prouvé par la science et s'appelle l'épigénétique. L'épigénétique est un champ de recherche fascinant qui étudie comment notre environnement, nos pensées et nos émotions peuvent influencer l'expression de nos gènes sans modifier la séquence d'ADN elle-même. Pour expliquer cela de manière plus imagée, imaginez votre ADN comme un programme informatique composé de 0 et de 1. Avec ce codage, vous pouvez créer tout et n'importe quoi, selon la manière dont vous assemblez C0 et C1. L'épigénétique est la capacité de réorganiser C0 et 1 pour exprimer votre ADN différemment. En d'autres termes, cela signifie que votre ADN possède des combinaisons infinies et que vous avez la capacité interne de modifier cette combinaison, ce qui vous permet d'exprimer votre ADN de différentes façons. Cela nous permet donc de réguler certains gènes à la baisse et d'autres à la hausse, entraînant ainsi des mutations génétiques bénéfiques et intentionnelles. Mais juste avant d'entrer plus en profondeur dans les détails, vous vous demandez peut-être pourquoi la théorie de Lamarck, plus proche de la réalité, n'a pas été celle instaurée à l'école. Il faut savoir que durant les siècles précédents, l'esprit humain, de manière générale, était fondé sur la dualité, c'est-à-dire une perception du monde divisé, opposant le monde matériel au monde spirituel, soit le monde intérieur des pensées et des émotions. Cette division a causé une séparation entre science et religion, entre le matériel et le spirituel, engendrant de multiples autres divisions au fil du temps.
C'est ainsi qu'à l'école, il fut privilégié d'enseigner la physique classique fondée sur les idéologies newtoniennes, ainsi que la théorie de Darwin, affirmant que l'homme était soumis à son environnement. Ainsi, toutes les sciences qui n'étaient pas prévisibles ou qui incluaient l'esprit furent éloignées. Cependant, aujourd'hui, la science a prouvé que l'esprit et la matière ne forment qu'un. C'est un domaine propulsé par les découvertes en neurosciences, montrant que nos pensées et nos émotions communiquent avec tout le reste de notre corps. Une découverte majeure fut que nos pensées et nos émotions génèrent une activité cérébrale, créant des informations qui se transmettent ensuite à tout notre corps. Le docteur Joe Dispenza, dans son livre « Devenir superconscient », a prouvé, avec l'aide de nombreux chercheurs, que le simple fait de ressentir des émotions de joie et d'amour durant 10 minutes par jour augmente considérablement le taux d'immunoglobuline A, un anticorps surpuissant, et abaisse en contrepartie le taux de cortisol, l'hormone du stress. Lorsqu'on dit que l'amour guérit tout, ce n'est pas une métaphore, mais un fait scientifique. La science sait aujourd'hui que l'anxiété, le stress et la peur, soit toutes les émotions basses, transmettent des informations à tout le corps, le mettant en mode survie, ce qui engendre les maladies, les déformations et autres déséquilibres. La maladie n'est donc pas une fatalité, mais le fruit d'un état de pensée. A contrario, les émotions telles que l'amour, la joie et l'inspiration régulent à la hausse toute l'activité du corps humain, favorisent la régénération cellulaire, l'augmentation des anticorps et bien plus encore. Il suffit de voir à quel point le simple fait d'être joyeux change le rayonnement de votre visage et votre bien-être interne. Maintenant que l'on sait tout cela, nous comprenons donc que la théorie de Lamarck concernant l'évolution des espèces est bien plus plausible. Nous comprenons petit à petit que les pensées et les émotions jouent un rôle crucial dans l'évolution et que ce sont peut-être elles qui sont à l'origine de ce fameux hasard génétique. Entrons donc plus en profondeur sur la véritable origine de ce fameux hasard génétique. Pour cela, faisons un tour dans la nature et observons comment certaines espèces ont évolué. Prenons par exemple la menthe orchidée. Cette espèce de menthe religieuse, du nom scientifique Hymenopus coronatus, ressemble étrangement à une orchidée. Vivant dans un environnement rempli de ces fleurs, elle a fini par adopter une apparence identique, lui permettant de se fondre parfaitement dans le décor pour mieux survivre. Sur le nombre infini de possibilités de mutation, pensez-vous vraiment que cette ressemblance parfaite à une orchidée est le fruit du hasard? C'est ce qu'on appelle le mimétisme, la capacité de copier si parfaitement une chose qu'on finit par adopter son apparence et son comportement. La menthe orchidée ne se contente pas seulement d'imiter l'apparence, elle reproduit également le balancement de l'orchidée pour attirer ses proies. Prenons aussi le cas du tardigrade, un petit animal microscopique capable de survivre à des températures extrêmes allant de moins 272 degrés à plus 150 degrés, à des pressions jusqu'à 6000 bars, à des rayonnements ultraviolets, aux rayons X et même au vide spatial. Autre animal fascinant, la crevette pistolet, qui possède une grosse pince qu'elle fait claquer pour produire une bulle de cavitation hydrodynamique qui implose violemment. La température de l'eau monte alors brièvement, entre 3000 et 5000 Kelvin, et une détonation d'environ 220 décibels retentit. Nous avons également l'anguille électrique, connue sous le nom de Gymnotus electricus, capable de générer des décharges électriques puissantes allant de 50 à 860 volts. Lorsqu'elle veut produire une décharge, elle envoie un signal électrique à ces électrocytes qui libèrent alors toute leur électricité en même temps, créant une décharge puissante. Enfin, venons-en à une espèce qui fascine les chercheurs, la crevette Rimicaris exoculata, vivant autour des sources hydrothermales profondes des océans et se nourrissant d'éléments toxiques comme le sulfure d'hydrogène. Elle démontre que la vie peut s'épanouir dans les environnements les plus extrêmes. Alors que l'humanité a tendance à craindre les substances toxiques, ces crevettes nous rappellent notre potentiel d'adaptation et de mutation. Plutôt que de fuir ces défis, nous devrions envisager de nous adapter, de muter et de transcender nos limitations actuelles. Mais qu'avons-nous fait depuis le début? Depuis toujours, l'être humain a cherché à étudier l'extérieur pour changer son monde intérieur. Les scientifiques ont d'abord disséqué des animaux pour comprendre leur fonctionnement. Ils ont analysé diverses espèces, mené des expériences sur eux pour créer des médicaments
et conçu des outils externes pour répondre à nos besoins internes. Nous avions froid, alors nous avons inventé le chauffage. Nous voulions aller plus vite, alors nous avons créé les voitures. Nous voulions être plus intelligents, alors nous avons conçu des intelligences artificielles. Nous souhaitons vivre plus longtemps, alors nous fabriquons des médicaments et des vaccins. Toutes ces voies, qui semblent justes à l'homme, ne mènent qu'à la mort. Prenons l'exemple de la méduse immortelle Turritopsis dohrnii, capable de régénérer ses cellules à l'infini, ou encore l'axolotl, capable de régénérer n'importe quel membre de son corps. Ces animaux n'ont ni laboratoire scientifique ni éprouvette pour modifier leur ADN, et pourtant, ils réussissent à se régénérer. La vérité est que les mutations génétiques s'effectuent de l'intérieur. C'est un processus de transformation interne qui se traduit ensuite par une nouvelle expression génétique. La question que vous vous posez sûrement est donc, l'homme est-il capable lui aussi de devenir immortel ou de régénérer ses membres? Eh bien, la réponse est oui. Pour cela, il faut comprendre ce qu'est l'épigénétique. Comme expliqué précédemment, l'épigénétique est un domaine de la biologie qui étudie les modifications de l'expression des gènes sans modifier la séquence génétique elle-même. Cela signifie que l'être humain a la capacité d'activer certains gènes et d'en réguler d'autres. Dans le cas de la régénération cellulaire, il s'agirait d'augmenter l'expression des gènes responsables de la régénération et de diminuer ceux responsables du vieillissement des cellules. Nous savons que les cellules du corps humain se régénèrent toutes les 7 ans, fonctionnant par cycle. Aucun corps humain n'est donc vieux de plus de 7 ans. Cependant, la façon dont les gènes contenus dans l'ADN sont exprimés déterminera l'état de la nouvelle cellule formée. Ainsi, si les gènes du vieillissement sont activés, la nouvelle cellule adoptera cet état de vieillissement. La question est donc, comment réguler à la baisse les gènes du vieillissement ou tout autre gène? Pour répondre à cette question, il va falloir approfondir notre compréhension de l'origine de la matière. Comme mentionné précédemment, au fil de notre apprentissage passé, nous avons eu tendance à séparer notre monde intérieur et notre monde extérieur en 2 parties distinctes. Cependant, l'un ne va pas sans l'autre. Et contrairement aux anciennes idées reçues, notre monde intérieur est précisément ce qui façonne notre monde extérieur. Pour comprendre cela, plongeons en profondeur dans la matière et comment celle-ci se forme. Nous savons que notre corps est un système complexe constitué d'organes. Mais de quoi sont faits ces organes? En zoomant, nous constatons que tous ces organes sont faits de cellules, puis de molécules. En zoomant davantage, nous nous rendons compte que ces mêmes molécules sont faites d'atomes. De même, lorsqu'on analyse la structure de l'air, elle est également constituée d'atomes, tout comme l'eau et tout autre élément de notre environnement. Tout dans l'univers est donc constitué d'atomes. Mais de quoi ces atomes sont-ils faits? Ces atomes sont constitués d'un noyau central et de particules gravitant autour. Mais de quoi est fait ce noyau ainsi que ces particules subatomiques? C'est ici que tout devient intéressant. La science sait aujourd'hui que les électrons qui tournent dans le champ d'énergie situé autour du noyau de l'atome, ainsi que le noyau lui-même, ne sont constitués que de grilles d'énergie oscillantes. La matière solide, au sens strict du terme, n'existe tout simplement pas. La structure atomique est plutôt composée de grilles d'énergie oscillante, entourées d'autres grilles d'énergie oscillante qui orbitent à des vitesses extraordinairement élevées. Pour illustrer cette idée, imaginez la matière comme étant de l'eau sous forme solide, c'est-à-dire de la glace, et l'énergie comme étant de la vapeur d'eau. Les deux sont essentiellement de la même nature, c'est-à-dire de l'eau, mais à des états différents. La glace représente l'énergie dans un état de vibration plus lent, tandis que la vapeur d'eau représente l'énergie dans un état de vibration beaucoup plus rapide. De la même manière, la matière et l'énergie ne sont que 2 états différents de la même substance fondamentale. La matière est de l'énergie dont la fréquence de vibration est suffisamment basse pour être perçue sous une forme solide. En comprenant cette analogie, nous pouvons mieux saisir comment la conscience, en tant qu'énergie à haute vibration, peut influencer et transformer la matière. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'être humain tout entier, cerveau, conscience et tout le reste, n'est comme l'univers qui l'entoure, ni plus ni moins qu'un système extraordinairement complexe de champs d'énergie. Les soi-disant états de la matière sont en fait des variations de l'état de l'énergie,
Et la conscience humaine est l'intelligence en interaction avec cette énergie, déterminant ses propriétés vibratoires. Pour simplifier, contrairement aux idées reçues, ce n'est pas le cerveau qui produit la conscience, mais la conscience qui crée l'apparence du cerveau. Ainsi, la conscience est reliée à l'énergie universelle et structure cette énergie en fonction de son état de conscience pour former ce que nous appelons la matière. C'est ce que le physicien Werner Heisenberg a découvert en étudiant la physique quantique lorsqu'il a affirmé que l'observateur influence l'observation. Le terme observateur désigne l'observation par l'esprit, c'est-à-dire par la conscience. Ainsi, par nos pensées et nos émotions, nous influençons notre corps. Puisque notre conscience est ce qui donne forme à notre corps et à notre cerveau, changer notre état d'esprit nous permet de modifier la structure atomique de notre corps. Cela se traduit physiquement par une nouvelle expression de notre ADN, conduisant à une nouvelle mutation génétique. Mais encore une fois, il s'agit d'un processus de transformation intérieure. La pensée seule ne suffit pas à influencer l'expression de nos gènes. Il s'agit de transformer notre état d'être dans son ensemble, c'est-à-dire notre état de conscience global. Notre conscience englobe tout ce dont nous sommes conscients. Nos croyances profondes, nos émotions profondément ancrées, notre attitude, notre comportement, bref, tout ce que nous considérons comme étant notre réalité. Par exemple, si l'idée du vieillissement est profondément ancrée en nous et que nous sommes persuadés de vieillir, ce vieillissement fait partie de notre état de conscience. Cette croyance se reflète ainsi sur notre corps, se transmettant à nos cellules et entraînant le vieillissement de notre corps. Il s'agit donc de transcender cette croyance en nous considérant comme éternels et en prenant conscience que la vie continue à nous alimenter. Au fur et à mesure que cette nouvelle croyance s'enracine en nous, l'ancienne disparaît et la nouvelle devient réalité. Cependant, il ne suffit pas seulement d'y penser une fois par jour et de se comporter différemment le reste du temps. Il s'agit d'intégrer cette nouvelle notion entièrement dans nos pensées, nos émotions et nos actions. C'est ainsi que cela devient un nouvel état d'être. Comme nous l'avons vu tout au long de cette vidéo, le monde intérieur et le monde extérieur ne forment qu'un. Cependant, le processus de transformation commence à l'intérieur avant de se refléter à l'extérieur. De même qu'une plante construit ses pétales à l'intérieur de son bourgeon floral avant d'exprimer sa fleur, nous évoluons intérieurement avant que notre idéal ne se manifeste extérieurement. Il est crucial de comprendre ce processus d'intériorisation et d'extériorisation pour réaliser nos transformations profondes. Si vous pensez que cela est possible, mais seulement sur plusieurs générations, sachez que lorsque l'esprit accélère, la matière suit. Les mutations génétiques peuvent devenir extrêmement rapides, voire instantanées, en fonction de votre état de conscience. La mutation génétique ou la manifestation est le fruit d'une prise de conscience. Plus cette prise de conscience est rapide, plus la manifestation l'est aussi. Retenez donc que tout est possible à celui qui croit. Voyez la manifestation ou les mutations comme la graine d'un arbre. Une graine contient en elle l'idéal de devenir un grand arbre. Cette graine, une fois plantée, pousse intérieurement, développant ce qu'elle souhaite devenir en suivant un processus de transformation interne jusqu'à atteindre son idéal et devenir un grand arbre. L'idéal devient ainsi manifeste. C'est identique pour l'être humain. L'être humain contient en lui le germe de tout ce qu'il souhaite devenir. Lorsque vous projetez cet idéal de perfection en vous et que vous l'alimentez avec vos émotions, actions et pensées, cet idéal germe et commence à grandir. Petit à petit, cet idéal prend forme et à un moment donné, vous réaliserez que vous avez atteint cet idéal, qu'il est devenu manifeste. C'est ainsi que tout processus d'évolution fonctionne dans l'univers. L'univers englobe chaque état de conscience et chaque événement. L'être humain peut se croire séparé de cet univers, mais en réalité, il en fait toujours partie. Il n'en est jamais exclu, quoi que lui dicte sa pensée. C'est uniquement lorsque l'être humain se sent étranger à cette grande universalité qu'il se sent divisé et limité, diminuant ainsi ses facultés. En apprenant à nous connaître nous-mêmes et en exprimant l'amour à travers notre être, nous reprenons pleinement conscience de qui nous sommes vraiment et de notre unicité avec l'univers. C'est ainsi que l'être humain prend conscience de la réalité et commence réellement à vivre la réalité de la vie. Ce que vous pensez, vous le devenez.
N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à tout de suite dans une nouvelle vidéo.